1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 1, suite. L'homme s'assit sur le banc à peu de distance de Winston. Winston ne le regarda plus. Mais le visage squelettique et tourmenté était aussi vivant dans son esprit que s'il l'avait eu sous les yeux. Il comprit soudain de quoi il s'agissait. L'homme mourait de faim. La même pensée sembla frapper en même temps tout le monde dans la cellule. Tout autour de la pièce, il y eut un faible mouvement sur le banc. Les yeux de l'homme sans menton ne cessaient de se diriger vers l'homme au visage de squelette et de se détourner d'un air coupable, puis, cédant à une irrésistible attraction, de revenir à l'homme. Il commença par s'agiter sur son siège. À la fin, il se leva, traversa la cellule d'une démarche lourde de canard, fouilla dans la poche de sa combinaison et d'un air confus tendit à l'homme au visage de squelette un morceau de pain sale. Il y eut ôté l'écran un hurlement furieux et assourdissant. L'homme sans menton revint en bondissant sur ses pas. L'homme au visage de squelette avait rapidement lancé ses mains en arrière, comme pour montrer au monde entier qu'il refusait le don. « Bumstead !» hurla la voix. « 2713 Bumstead, laissez tomber le morceau de pain. » L'homme sans menton laissa tomber le bout de pain sur le sol. « Restez debout, là où vous êtes, reprit la voix. Face à la porte. Ne faites aucun mouvement. » L'homme sans menton obéit. Ses larges joues gonflées tremblaient irrésistiblement. La porte s'ouvrit avec un claquement. Le jeune officier entra et se plaça de côté. Derrière lui émergea un garde court et trapu, aux bras et aux épaules énormes. Il s'arrêta devant l'homme sans menton, puis, à un signal de l'officier, laissa tomber un terrible coup, renforcé de tout le poids de son corps, en plein sur la bouche de l'homme sans menton. La force du coup sembla, en l'assommant, presque le vider du parquet. Son corps fut lancé à travers la cellule et s'arrêta contre la cuvette du water. Il resta un moment étendu, comme anéanti, tandis que du sang, d'un rouge foncé, lui sortait de la bouche et du nez. Il poussa un très faible gémissement, ou glapissement, qui semblait inconscient. Puis il se tourna et se releva en trébuchant, sur les mains et les genoux. Dans un ruisseau de sang et de salive, les deux moitiés d'un dentier lui tombèrent de la bouche. Les prisonniers étaient restés assis, absolument immobiles, les mains croisées sur les genoux. L'homme sans menton grimpa jusqu'à sa place. Au bas, d'un côté de son visage, la chair devenait bleue. Sa bouche s'était enflée en une masse informe, couleur cerise, creusée en son milieu d'un trou noir. De temps en temps, un peu de sang coulait goutte à goutte sur le haut de sa combinaison. Le regard de ses yeux gris flottait encore d'un visage à l'autre, d'un air plus coupable que jamais, comme s'il essayait de découvrir jusqu'à quel point les autres le méprisaient, pour l'humiliation qu'on lui avait infligée. La porte s'ouvrit. D'un geste bref, l'officier désigna l'homme au visage de squelette. « Salle 101, dit-il. » Il y eut un halètement et une agitation à côté de Winston. L'homme s'était jeté sur le parquet à genoux et les mains jointes. « Camarade officier, cria-t-il, vous n'allez pas me conduire là? Est-ce que je ne vous ai pas déjà tout dit? Que voulez-vous savoir d'autre? Il n'y a rien que je ne veuille vous confesser. Rien. Dites-moi seulement ce que vous voulez, je le confesserai tout de suite. Écrivez-le et je signerai n'importe quoi. Pas la salle 101. Salle 101, répéta l'officier. Le visage de l'homme, déjà très pâle, prit une teinte que Winston n'aurait pas cru possible. C'était d'une manière précise, indubitable, une nuance verte. « Faites-moi n'importe quoi, cria-t-il. Vous m'avez affamé pendant des semaines. Finissez-en, et laissez-moi mourir. Fusillez-moi, pendez-moi, condamnez-moi à 25 ans. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous désireriez que je trahisse? Dites seulement qui c'est, et je dirai tout ce que vous voudrez. Cela m'est égal, qui sait, ce que vous lui ferez aussi. J'ai une femme et 3 enfants. L'aîné n'a pas 6 ans. Vous pouvez les prendre, tous, et leur couper la gorge sous mes yeux. Je resterai là, et je regarderai. Mais pas la salle 101. Salle 101, dit l'officier. L'homme, comme un fou, regarda les autres autour de lui.
comme s'il pensait qu'il pourrait mettre à sa place une autre victime. Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage écrasé de l'homme sans menton. Il tendit un bras maigre. « C'est celui-là que vous devez prendre, pas moi, cria-t-il. Vous n'avez pas entendu quand on lui a défoncé la gueule ce qu'il a dit ? Donnez-moi une chance, et je vous le répéterai mot pour mot. C'est lui qui est contre le parti, pas moi. » Les gardes s'avancèrent. La voix de l'homme s'éleva et devint déchirante. « Vous ne l'avez pas entendu, répéta-t-il. Le télécran ne marchait pas. C'est lui, votre homme. Prenez-le, pas moi. » Les deux robustes gardes s'étaient arrêtés pour le prendre par les bras. Mais il se jeta sur le parquet et s'agrippa à l'un des pieds de fer qui supportaient le banc. Il avait poussé un hurlement sans nom, comme un animal. Les gardes le saisirent pour l'arracher du banc, mais il s'accrocha avec une force étonnante. Pendant peut-être 20 secondes, ils le tirèrent de toute leur force. Les prisonniers étaient assis, immobiles, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé droit devant eux. Le hurlement s'arrêta. L'homme économisait son souffle pour s'accrocher. Il y eut alors une autre sorte de cri. D'un coup de son pied botté, un garde lui avait cassé les doigts d'une main. Ils le traînèrent et le mirent debout. « Salle 101, dit l'officier. L'homme fut emmené, trébuchant, tête basse, frottant sa main écrasée, toute sa combativité épuisée. Un long temps s'écoula. Si l'homme au visage squelettique avait été emmené à minuit, on était au matin. S'il avait été emmené le matin, on était à l'après-midi. Winston était seul. Il était seul depuis des heures. La souffrance éprouvée à rester assis sur le banc étroit était telle que souvent il se levait et marchait sans recevoir de blâme du télécran. Le morceau de pain se trouvait encore là où l'homme sans menton l'avait laissé tomber. Il fallait au début un grand effort à Winston pour ne pas le regarder. Mais la faim faisait maintenant place à la soif. Sa bouche était pâteuse et avait mauvais goût. Le bourdonnement et la constante lumière blanche produisaient une sorte de faiblesse, une sensation de vide dans sa tête. Il se levait parce que la souffrance de ses os n'était plus supportable, puis, presque tout de suite, il se rasseyait parce qu'il avait trop le vertige pour être sûr de tenir sur ses pieds. Dès qu'il pouvait dominer un peu ses sensations, la terreur réapparaissait, parfois avec un espoir qui allait s'affaiblissant. Il pensait à O'Brien et à la lame de rasoir. Peut-être la lame de rasoir arriverait-elle cachée dans la nourriture, s'il était jamais nourri. Plus confusément, il pensait à Julia. Quelque part, elle souffrait, peut-être beaucoup plus intensément que lui. Il se pouvait qu'elle fût, à l'instant même, en train de hurler de douleur. Il pensa, « Si je pouvais, en doublant ma propre souffrance, sauver Julia, le ferais-je ? Oui, je le ferais. » Mais ce n'était qu'une décision intellectuelle, prise parce qu'il savait qu'il devait la prendre. Il ne la sentait pas. Dans ce lieu, on ne sentait que la peine et la prescience de la peine. Était-il possible, en outre, quand on souffrait réellement, de désirer pour quelque raison que ce fût que la douleur augmente ? Mais il n'était pas encore possible de répondre à cette question. Les bottes approchaient de nouveau. La porte s'ouvrit. O'Brien entra. Winston se dressa sur ses pieds. Le choc de cette visite lui avait enlevé toute prudence. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il oublia la présence du télécran. « Ils vous ont pris aussi » cria-t-il. « Ils m'ont pris depuis longtemps, dit O'Brien, presque à regret, avec une douce ironie. Il s'écarta. Derrière lui émergea un garde au large torse, muni d'une longue matraque noire. « Vous le saviez, Winston, dit O'Brien. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous le saviez. Vous l'avez toujours su. » Oui, il le voyait maintenant. Il l'avait toujours su. Mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir. Tout ce qu'il avait d'yeux était pour la matraque que tenait la main du garde. Elle pouvait tomber n'importe où, sur le sommet de la tête, sur le bout de l'oreille, sur le bras, sur l'épaule. L'épaule. Il s'était effondré sur les genoux, presque paralysé, tenant de son autre main son épaule blessée. Tout avait explosé dans une lumière jaune. Inconcevable. Inconcevable qu'un seul coup pût causer une telle souffrance. La lumière s'éclaircit et il put voir les deux autres qui le regardaient. Le garde riait de ses contorsions. Une question, en tout cas, avait trouvé sa réponse. Jamais, pour aucune raison au monde, on ne pouvait désirer un accroissement de douleur. De la douleur, on ne pouvait désirer qu'une chose, qu'elle s'arrête.
Rien au monde n'était aussi pénible qu'une souffrance physique. Devant la douleur, il n'y a pas de héros, aucun héros, se répéta-t-il, tandis qu'il se tordait sur le parquet, étreignant sans raison son bras gauche estropié.